Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À moins de 2 mois de la célébration du 11 décembre, le Premier ministre était à nouveau à Dori pour encourager les entreprises à redoubler d'ardeur pour que les infrastructures soient prêtes le jour J. L'arrondissement 8 de Ouagadougou compte 73 000 habitants et est dirigé par Joanie Ouedraogo. Nous irons à la découverte de cet arrondissement au cours de notre édition. Le 3 novembre prochain, les Burkinabés vivront une éclipse solaire. Sur les précautions à prendre, nous recevrons dans notre journal un géophysicien. Mais tout d'abord, une délégation du Vatican a été reçue ce matin en audience par le président du Faso. Les évêques venus du Saint-Siège ont fait avec Blaise Compaoré le point des activités de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Une occasion pour remercier le chef de l'État pour tous ses soutiens à la Fondation. Le cardinal Robert Sarah s'exprime au nom de la délégation vaticane au micro de Karim Patrick Namwano. Vous savez que nous sommes réunis depuis quelques jours autour de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Vous savez qu'il y a 30 ans, Jean-Paul II était là et il a voulu exprimer sa solidarité au peuple du Sahel qui souffrait de la sécheresse. Et il a créé donc cette fondation qui s'appelle Jean-Paul II pour le Sahel. Il a confié la gestion de cette fondation à des évêques vivant au Sahel. Et donc, nous sommes là pour ce travail et nous avons voulu demander une audience auprès de votre chef d'État pour le saluer, lui dire merci également pour le soutien qu'il apporte à l'Église. Vous savez qu'il a offert un grand terrain pour la construction de l'Annonciature. Vous savez également que la Fondation Jean-Paul II a son siège ici. Et grâce à l'amabilité et la générosité du gouvernement burkinabé. Et donc c'était juste pour lui dire un grand merci. Et je redis encore maintenant combien nous avons été sensibles des paroles qu'il nous a adressées, de sa disponibilité, du temps qu'il nous a accordé pour pouvoir échanger avec lui. À moins de 2 mois de la célébration de la fête de l'indépendance, le Premier ministre était à Nouadhiri pour visiter les infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre. Dans l'ensemble, les travaux sont à un taux d'exécution moyen supérieur à 60%. Béon-Luc Adolphe Thiaou a affiché sa satisfaction et encouragé les entreprises à redoubler la cadence. Reportage Aboubakar Sayo. Au fur et à mesure que les travaux avancent, la cité des forces vives de Dori dévoile progressivement sa physionomie. À 45 jours de la célébration de la fête nationale du 11 décembre, le Premier ministre s'est rendu sur le chantier. Luc Adolphe Thiaou est allé constater l'évolution des travaux, encourager les concessionnaires et les inviter à mettre les bouchées doubles pour achever les villas à bonne date. Car les cahiers de charges seront strictement respectés. Déjà, 64 parcelles non mises en valeur ont été retirées et 26 chantiers ayant un très faible taux de réalisation ont été suspendus. Sur les 174 autres chantiers en cours de réalisation, 106 seront prêts pour l'hébergement des invités. Je crois que les gens ont entendu mon appel et nous les avons encouragés. Je pense que c'est vrai, c'est pas facile de construire une villa, ça coûte quand même relativement cher, mais avec la volonté, l'organisation des chantiers, je crois qu'on y arrive. Ce que je peux souligner, c'est que tout à l'heure, j'ai rencontré aussi des ouvriers qualifiés burkinabés. J'étais très fier de voir ce qu'ils ont fait comme travail. Ils ont un savoir-faire. Alors donc, je ne peux que les encourager. Autre site visité par le Premier ministre, la salle de spectacle multifonctionnelle. Ici, l'heure est à la pose de la toiture et des carreaux. Le taux d'avancement global est de 73% pour un délai consommé de 66,30%. À la place de la Nation, les travaux sont aussi très avancés. Les ouvriers s'attellent à couler les bétons des gradins. 63% des travaux ont été exécutés. Luc Adolphe Thiaou s'est également rendu sur le site de l'aérodrome de Dori en pleine réhabilitation. Avec une piste de 1500 mètres, il pourra accueillir des avions de 20 à 50 tonnes. Taux d'exécution des travaux, 75%. Le site du déjeuner du chef de l'État et de ses hôtes, situé sur les berges du barrage de Yakuta, l'hôtel de Seydi Bourougou et les routes en construction dans la ville de Dori ont également été visités par le Premier ministre. Satisfait à 100%, non. Mais au moins, il faut reconnaître qu'un effort a été fait. Et honnêtement, à Dori,
nous n'avons pas connu de problème. Ça, je tiens réellement à souligner cet aspect de choses. Nous n'avons pas connu de problème avec les populations, des gens qui ont, bon, comme ailleurs souvent, les gens menacent parce qu'ils ne sont pas d'accord, on leur a tiré leur parcelle. La population a accompagné le comité d'organisation. Je crois que ça, c'est le point le plus positif. Et je pense aussi, et ce qui me fait aussi plaisir, et le maire ne me dira pas le contraire, quand vous voyez aujourd'hui Dori, c'est en train de changer. Et quand vous regardez la cité des forces vives, je suis sûr et certain que si nous n'avions pas cette manifestation le 11 décembre, il n'allait pas avoir 100 villas construites en une année à Dori. Jamais. Donc ça crée une émulation pour les ressortissants. Et je crois que c'est cet esprit-là qu'il faut saluer. Seul démole le stade régional de Dori, dont les travaux n'ont pas encore débuté. Le chef du gouvernement a demandé la résiliation du contrat avec l'entreprise chargée d'exécuter les travaux. Luc Adolphe Thiao a remercié l'ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation des infrastructures. Il les a invités à plus d'efforts pour relever les défis de l'organisation de cette grande manifestation. Dernière visite de supervision le 26 novembre prochain. Retrouvailles à Tinkodogo des députés de la Commission des finances et du budget et les techniciens du ministère de l'économie et des finances. Au sein de la rencontre, le rapport général du budget du projet de budget. Pendant 5 jours, ils ont passé en revue les comptes spéciaux du Trésor, les recettes et les dépenses totales du budget gestion 2014. Anna Lucikere. Pour examiner le rapport général du projet de budget de l'État gestion 2014, le président de la CONFIB, la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, était entouré des autres membres de cette commission, des commissions saisies pour avis, des assistants parlementaires et des techniciens du ministère de l'économie et des finances. Cet exercice qui demande beaucoup de réflexion a permis aux commissaires de maîtriser ce budget et de faire des propositions concrètes qui devront amener le gouvernement à mieux exécuter le budget de 2014 en tenant compte de ses priorités. Plus que jamais, il faut que nous puissions mettre l'accent sur les mesures sociales, les mesures qui vont permettre d'améliorer le conditions de vie des populations, que ce soit au niveau des revenus, que ce soit au niveau de l'accès à la santé, à l'éducation, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, que ce soit au niveau des infrastructures. Et je crois que quand on regarde en tout cas l'appréciation des honorables députés, c'est dans ce sens qu'on veut aller. Pour le président de la CONFIB qui est satisfait de leurs travaux, ils peuvent à présent mieux orienter l'examen du budget par l'ensemble des députés. Avec le ministre, je crois que nous avons eu de très très bons entretiens et il nous a permis d'avoir des éléments complémentaires par rapport à ce que nous avions auparavant pour nous permettre d'affiner notre rapport et de faire en sorte que nous soyons en phase avec les réalités du pays dans toutes les propositions que nous faisons pour qu'en fin d'année 2014, nous puissions avoir une exécution du budget parfaite et efficace afin que les objectifs qu'on s'est signés puissent être largement atteints. Les députés membres de la CONFIB ont proposé de nombreuses recommandations qui visent à lever les différentes contraintes liées à l'exécution des projets à travers notamment l'allègement des procédures de passation des marchés et la prise en compte de la formation des acteurs qui doivent exécuter les dépenses. Après Tinkodogo, il est prévu tout au plus 2 autres séances de travail qui devront permettre d'affiner le projet de budget de l'État gestion 2014 avant son examen par la représentation nationale. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 3e conférence des consuls honoraires du Burkina Faso, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères demain lundi à partir de 7h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Le Burkina va se doter d'une nouvelle politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet de document de cette nouvelle politique a été examiné et validé à Ouagadougou cette semaine. Les acteurs impliqués ont donc pu accorder leur violon. Reportage Ernest Kambiré. Assurer à tout Burkinabé d'ici à l'horizon 2025 une alimentation suffisante et saine reste un des enjeux majeurs de cette nouvelle politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle en cours d'élaboration. Et pour qu'elle soit opérationnelle sur le terrain, cette vision doit être en cohérence avec les orientations stratégiques nationales et internationales en matière de développement durable, de lutte contre la pauvreté et de promotion de la sécurité alimentaire. Au niveau du Burkina, c'est un challenge et que de pouvoir effectivement savoir comment par rapport à cet objectif-là, comment nous pouvons effectivement décliner donc, des actions à partir d'axes stratégiques à définir
pour pouvoir également donc, coordonner les différents acteurs, préciser le rôle de chacun des acteurs pour la conduite donc, de ce nouveau programme. Et pour créer les bases de cette sécurité alimentaire et nutritionnelle durable qui se fonde sur les réalités actuelles et sur les perspectives de développement ainsi que déclinées dans la SCAD et dans le programme national du secteur rural, il est attendu des acteurs impliqués à l'échelle nationale, des contributions et des propositions avant la validation du document d'où cette rencontre. Document guide au plan national, cette nouvelle politique devra orienter pour les années à venir les efforts du pays dans l'atteinte de ses objectifs en matière de sécurité alimentaire. Et pour y arriver, elle doit tirer ses fondements d'autres documents de politique et stratégie nationale en lien avec la sécurité alimentaire des populations. Le président du Faso vient de bénéficier d'un champ communautaire à Pibaoré, dans le Sanamatenga. Le guérisseur de Nagrengo, Sédou Bikienga, entend par ce geste soutenir et saluer les efforts de Blaise Compaoré dans le domaine de la promotion de la paix. Le champ a vu pousser cette année du nébé, du maïs et du mil. Les précisions d'Abdoul Rasmanezango. C'était un samedi de soleil de plomb, certes, mais qui n'a nullement plombé l'ardeur et la détermination des populations de Pibaoré dans le Sanmatenga. Elles confirment massivement leur présence à la cérémonie de remise d'un champ communautaire destiné au président du Faso. L'acte est d'un fils de la localité et de surcroît un guérisseur de renommée, El Hadj Seydou Bikienga. Il dit encourager et saluer les énormes efforts de Blaise Compaoré dans la recherche et la promotion de la paix, d'où cette remise officielle de certificat d'attribution honorifique. Une goutte d'eau dans la mer reste négligeable pour certains, c'est vrai. Mais nous faisons notre part, car c'est l'esprit et le sang de notre geste qui importent plus. C'est un grand honneur pour moi que de venir représenter l'autorité pour réceptionner ces spéculations-là. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus que si ce n'est que de remercier les initiateurs et ce que j'ai vu, j'irai rendre compte fidèlement à qui de droit. Discours, témoignages, louanges, chants et danses se succèdent et suscitent par moments de joyeux vivants du public et l'on peut maintenant visiter le champ du président. C'est vraiment une grande satisfaction pour l'administration de concentrer et décentraliser, de voir que des populations s'organisent et en synergie d'action pour donner un champ à notre plus haute autorité de ce pays. Au-delà du champ, c'est un signe vraiment fort, un signe d'union, de solidarité et de partage. Essentiellement des cultures vivrières, notamment le niébé, le sésame, le mil, le maïs, l'arachide, sont produites dans ce vaste champ communautaire de 4 hectares et étendu au pied de quelques collines. L'OCADES de Fadangourma vient en aide aux sinistrés des inondations de Matiakwali. L'organisation a remis des vivres pour soulager les victimes des inondations d'août dernier dans cette commune rurale du Gourma. C'est la deuxième fois que l'OCADES vole au secours des sinistrés de Matiakwali qui apprécie à sa juste valeur cette expression de solidarité. Adama Koulibaly. Ce dont la population de Matiakwali se compose 1500 kits sanitaires, 1500 kits de toilettes et couvertures, 330 kits scolaires. 134 sacs de riz ont aussi été remis à ces sinistrés. C'est le deuxième geste de l'OCADES FADA au profit des victimes de l'inondation du mois d'août dernier dans cette commune rurale. La dernière fois, nous avons pu amener des vivres, mais aujourd'hui, on s'est beaucoup plus focalisé sur le matériel. L'accompagnement de ces partenaires demeure un élément fondamental. C'est vrai que nous sommes en train de travailler pour une question d'autoprise en charge, mais suite à des situations qui ont besoin d'urgence, je crois que la mobilisation des uns et des autres, le dynamisme de certains partenaires nous ont permis d'avoir ce matériel pour accompagner les populations. Pour le représentant du service de l'action sociale, cette remise de vivres et matériel va contribuer à soulager les sinistrés. Il lance un appel aux différents partenaires pour soutenir cette population qui a tout perdu à cause des inondations. C'était aussi une occasion pour le préfet du département de signifier sa gratitude aux donateurs. Nous avions été surpris de voir une deuxième dotation
qui vient de nous parvenir. Et donc cette joie au nom des sinistrés, vraiment je ne sais que dire. Je ne sais que dire, sauf vraiment dire un grand merci à l'OCADES qui a encore songé aux sinistrés. Les habitants de la commune de Machakaouli ont été durement éprouvés lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue du 15 au 16 août dernier sur la localité. Les dégâts matériels considérables. À chaque saison des pluies, la foudre fait de nombreuses victimes au Burkina et c'est pour sensibiliser sur les risques de la foudre et les mesures de précaution à prendre que s'est tenu à Ouagadougou un atelier animé par des consultants français. Pendant 4 jours, les spécialistes venus d'une dizaine de pays africains ont pu renforcer leurs capacités. Estelle Judith Assorba. Parler des risques de la foudre et des mesures de protection en cette période hors hivernage, cela paraît paradoxal pour bon nombre d'individus. Mais selon les spécialistes du domaine, en l'occurrence les installateurs et distributeurs des équipements contre la foudre, le sujet est d'actualité puisque ces acteurs pensent qu'il faut mieux s'informer sur le phénomène pour minimiser les dégâts et l'éviter si possible. C'est l'objectif recherché par la Société de travaux énergie eau maintenance Sotema, basée à Ouagadougou en initiant cette formation au profit des spécialistes du domaine et de l'armée. Il était nécessaire pour nous d'organiser un séminaire pour expliquer en fait, aux différents spécialistes, aux différents usagers que le risque foudre existe effectivement et qu'il y a des moyens donc de se protéger, de protéger nos infrastructures, nos édifices contre ce phénomène naturel qui, chaque année, cause d'énormes dégâts. La société Franklin France, un des partenaires de Sotema, est présente à cette session pour partager son expérience sur l'approche globale de la foudre avec les différents partenaires nationaux et étrangers venus d'une dizaine de pays d'Afrique. Notre démarche aujourd'hui, c'est de prévenir du phénomène, avertir les dégâts qui peuvent être occasionnés et mettre en place des mesures de protection de façon à éviter ces risques qui peuvent être dramatiques. Il y a des choses que je ne savais pas avant de venir, j'ai appris. Et immanquablement, ça va changer sur ma manière de conseiller le client, ma manière de faire l'installation chez le client. Cette formation s'est déroulée pendant 4 jours et les initiateurs pensent avoir accompli leur mission. Ils espèrent que les participants pourront désormais respecter la norme recommandée et les mesures de protection existantes. Le 3 novembre prochain, le Burkina connaîtra une éclipse solaire. Cette éclipse hybride nécessite certaines précautions pour tous ceux qui voudront vivre l'événement, c'est-à-dire lever les yeux au ciel. Pour nous en parler, nous recevons le professeur Samuel Nakolom Doucé, géophysicien, professeur à l'Université de Ouagadougou. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir nous parler de cette éclipse solaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Une éclipse solaire, comme son nom l'indique, éclipse, c'est une occultation du soleil. C'est-à-dire, la lune va cacher le soleil. Si c'est total, on aurait une éclipse totale, mais en général, ce que nous allons observer, ce serait une éclipse partielle. Donc, on va voir une partie du soleil, une autre partie, on ne la verra pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit, on appelle éclipse hybride? Éclipse hybride, parce qu'on a l'éclipse totale pour dire que si le soleil est totalement caché. Donc, l'éclipse hybride, c'est l'intermédiaire entre l'éclipse totale et l'éclipse annulaire. Parce que quand on parle d'éclipse annulaire, ça veut dire que le soleil, la lune et la terre sont parfaitement alliés. Alors, le 3 novembre prochain, ça serait une éclipse hybride? Ça serait une éclipse hybride au niveau du Burkina Faso. Alors, au Burkina Faso, comment on va vivre cet événement-là? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Concrètement, à partir de 11h28, les gens de Banfora vont commencer à voir le soleil qui disparaît petit à petit. Bon, à son maximum, il va disparaître de 60%. Puis progressivement, puisque l'éclipse quitte l'ouest pour aller en est, parce que ça débute aux États-Unis, tôt le matin, donc il sera 11h chez nous, mais ce sera à 11h28 qu'on va commencer à observer ça à Banfora. Donc nous allons avoir quelque chose d'exceptionnel parce que progressivement vous allez voir que le soleil disparaît, parfois jusqu'à 60%.
Alors, est-ce qu'à Ouagadougou, c'est à quelle heure précisément qu'on pourra observer le phénomène? À Ouagadougou, nous allons, puisque c'est le centre, ça sera exactement autour de 11h28. Alors, est-ce qu'on peut résumer en 2 mots cette éclipse au Burkina Faso et dire aux populations de prendre des précautions? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'on ne puisse pas avoir des dégâts pour les yeux? Oui. Pour vous dire que lorsqu'il y a éclipse, surtout lorsqu'il y a éclipse partielle, vous avez un rayonnement fort qui vient. Donc, je crois que le ministère de la Santé a fait sortir un communiqué pour dire aux gens de ne pas regarder. C'est parce que ça va engendrer des dangers pour nos yeux. Donc, je crois que ce jour-là, il est prudent de ne pas regarder. Est-ce que ça peut avoir des brûlures de la rétine? Je vous donne l'exemple des États-Unis. En 1999, il y a eu éclipse. Il y a eu plus de 1000 personnes qui ont eu une cécité totale et plus de 10 000 personnes ont eu une cécité temporaire. Donc, si vous fixez l'éclipse, vous risquez de détruire vos yeux. Donc, je crois que par principe, surtout pour les enfants, il est hors de question de les laisser regarder l'éclipse solaire. Donc, je crois que la prudence, le ministère de la Santé nous a conseillé. Je crois que le communiqué est dans tous les ministères. Toutes les provinces ont reçu le communiqué. Moi, ce que je demande, c'est que les gens respectent scrupuleusement ce communiqué qui nous dit de ne pas regarder l'éclipse solaire. Est-ce qu'il n'y a pas plus de risque à regarder une éclipse totale qu'à regarder une éclipse hybride? Non, lorsqu'il y a l'éclipse totale, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque du tout. Vous pouvez regarder une éclipse totale, vous n'avez pas de danger. Le problème, c'est quand c'est hybride, quand c'est la moitié, c'est là qu'il y a le danger. On peut comparer ça un peu à un animal sauvage. Lorsque l'animal est blessé, vous voyez qu'il est plus féroce. Donc, en gros, pour expliquer, pour que les gens puissent comprendre, sinon c'est l'effet de radiation. Mais si on compare ça à un animal sauvage qui est blessé, vous voyez que c'est dangereux. Donc, lorsqu'il y a éclipse hybride, c'est conseillé de ne pas regarder. Est-ce qu'on peut regarder ça avec des jumelles ou des lunettes spéciales? Lorsque vous avez parlé de jumelles, il ne faut surtout pas regarder une éclipse avec des jumelles. Parce que là, vous allez avoir, la vue va s'arrêter instantanément. Pour ce qui est des lunettes, je préfère ne pas m'aventurer dans ce débat-là. Moi, je crois que le ministère de la Santé a été clair parce qu'il faut des lunettes très, très spéciales. Et je crois que je ne suis pas spécialiste du domaine. Je préfère que les gens s'en tiennent au communiqué du ministère de la Santé qui nous dit préférence, il ne faut pas regarder. Je crois qu'on peut suivre ça à la télé. Donc moi, je crois que la télé peut prendre des dispositions peut-être en demandant aux spécialistes comment filmer cela. Et nous allons regarder tout tranquillement au salon. Je crois que ça sera la meilleure solution. Donc j'invite la TNB à approcher les spécialistes du domaine pour voir comment on peut filmer l'événement. Et je crois que c'est la chaîne du plaisir partagé. Nous allons partager ce plaisir-là ensemble. Au cœur des grands événements. Au cœur des grands événements. Alors, professeur, que faut-il faire alors? S'il ne faut pas regarder l'éclipse, vous nous conseillez d'être Moi, je vous conseille d'être tranquille au salon, discuter avec vos amis. Ceux qui veulent prier, ils peuvent aller prier. Ceux qui veulent boire la bière ensemble, ils peuvent boire la bière ensemble, discuter ensemble. Ça permet de... Peut-être on n'a pas le temps de se retrouver. C'est l'occasion que les gens puissent se retrouver, parler, même avec sa famille. Je crois que c'est la meilleure précaution. Alors, curieusement, le Tour du Faso s'achève ce jour-là, 3 novembre. Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens dans la rue? Donc, vous ne pouvez pas empêcher les gens de regarder l'éclipse? Non, on n'a pas... Non, on peut être dans la rue, mais je dis qu'il ne faut pas fixer. Moi, je crois qu'il y a des choses qu'il faut essayer d'éviter dans la vie. Lorsque vous allez faire quelque chose qui peut vous apporter un danger, moi, je crois qu'on peut être dans la rue. On n'a pas dit aux gens de rester au salon. Les gens peuvent sortir, les gens peuvent vaquer à leurs occupations. Mais lorsque vous allez fixer l'éclipse, vous pouvez avoir il y aura des inconvénients. Bon, je crois que la vue, c'est très important pour nous tous. Donc, je crois que c'est un risque à ne pas prendre. Le Tour du Faso va arriver. Nous allons observer les gens qui arrivent. Nous allons les applaudir avec votre chaîne. Mais je préfère que les gens ne fixent pas l'éclipse solaire. Voilà, merci professeur pour toutes ces précisions sur l'éclipse solaire. Est-ce que vous pouvez nous dire le cycle d'une éclipse? Ça passe combien d'années? Non, parce que bon, c'est un événement rare. À un point précis, vous savez, on a prévu que ça va arriver au Burkina
soit en 2039 ou en 2049. Mais si les spécialistes disent qu'à un point, la fréquence est tous les 400 ans, en moyenne. Mais ça peut arriver tous les 30 ans, tous les 40 ans, mais c'est des événements rares pour un point précis. Mais dans le monde, presque tous les ans, vous allez constater qu'il y a éclipse solaire. Voilà, merci beaucoup, professeur Samuel Nakolom Doucé, géophysicien, professeur à l'Université de Ouagadougou, qui est venu nous parler ce soir de l'éclipse solaire qui aura lieu le 3 novembre prochain et des précautions à prendre pour éviter de perdre la vue en regardant cette éclipse-là. Les journées portes ouvertes sur l'armée se sont tenues à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ces manifestations entrent dans le cadre de la commémoration du 53e anniversaire des Forces armées nationales. Les journées qui avaient notamment pour objectif de rapprocher l'armée de la population ont connu un franc succès à l'ouest. Siriki Midogo, Ouidia, Rokia Sano. Exposition d'objets militaires avec autorisation de les toucher et même de les manier. Consultation médicale, c'est entre autres ce qui est offert à la population de Sia, ici à la place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso. C'est dans cette ambiance que la 2e région militaire prépare les festivités du 53e anniversaire de l'armée burkinabé sous le thème « Forces armées nationales face aux défis de la sécurité régionale ». Et ces journées portes ouvertes qui entrent dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire visent un double objectif. Nous ouvrons les portes des forces de défense et de sécurité aux populations civiles pour les inviter à venir vers nous et à éviter de se méfier de nous, parce que nous sommes là pour eux et on ne devrait pas comprendre pourquoi chaque méfiance affichée à tout moment. C'est une occasion pour nous de nous frotter et de nous parler, dans le but de mieux nous comprendre et de mieux exécuter nos missions. Du 25e régiment de parachutistes commando à la compagnie d'artillerie de reconnaissance, en passant par la douane et la base aérienne 210, c'est une multitude de stands laissant voir des objets peu familiers au public. Une initiative bien appréciée par ce dernier. Je suis venu ici, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des hippopotames, la tête d'un hippopotame ici. Et j'ai aussi regardé les trucs d'accident aussi. Ici aussi, j'ai fait visiter mes dents. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses. Les militaires, la gendarmerie, les forestiers. Je vois de l'autre côté, il y a la police. Vraiment, tout est correct. La population de Sia est invitée à prendre part massivement à ces différentes activités pour le renforcement des relations armées-nation. Belle occasion donc pour échanger avec la Grande Muette et en savoir davantage sur son fonctionnement. La décentralisation forestière, appelée de tous leurs vœux par les collectivités territoriales, devrait voir le jour. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable accompagne les communautés de base dans la gestion de leurs forêts. Un groupe de travail chargé de réfléchir sur les moyens de mise en œuvre de la décentralisation dans le secteur forestier a soumis à un atelier le fruit de ces réflexions. Isaïe Parkouda, Sié Sylvestre. Après sa création et fonctionnement, le groupe de travail sur la décentralisation dans le secteur forestier GDCF se soumet au devoir de redevabilité par la publication de son rapport d'activité. Rapport soumis à l'appréciation des ONG et des associations à cette rencontre de Ouagadougou. Des participants qui devront aussi s'en approprier. Pendant une année, nous avons travaillé et nous avons proposé un certain nombre de documents d'orientation. Nous avons élaboré des plans de dialogue. Nous avons élaboré également des documents qui doivent, avec des outils qui va permettre effectivement à l'ensemble des techniciens de pouvoir traduire en actes réels la mise en œuvre des actions de décentralisation dans le secteur forestier. Depuis sa création en 2011, le groupe de travail GDCF a assis les conditions pour la mise en place des mécanismes d'appui à la décentralisation qui tiennent compte des attentes des acteurs du secteur forestier. Selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, les communautés à la base ont besoin d'être soutenues dans leur politique de gestion des ressources forestières. Beaucoup de gens se sont attendus au début à ce que les forêts classées soient transférées directement aux collectivités territoriales. Nous disons non, il y a toujours un patrimoine national. Et le patrimoine national relève du rôle régalien de gestion du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et ça, c'est notre rôle. Maintenant, que les collectivités territoriales veuillent créer des forêts,
ou bien des espaces de gestion des ressources naturelles, nous devons pouvoir les accompagner dans ce sens-là. L'exécution de ces recommandations sera conduite par une commission pilote mise en place pour une période de 2 ans. Couvert des nouveaux arrondissements de Ouagadougou, le 8e arrondissement est issu du découpage de la ville en 12 arrondissements. Cet arrondissement, dirigé par Joanie Ouedraogo, est situé dans la périphérie ouest de Ouagadougou et compte environ 73 000 habitants. Jacques Lamissa Tarpaga. Situé dans la partie ouest de la ville, le 8e arrondissement de Ouagadougou fait partie des plus grandes entités issues du nouveau découpage de la capitale. Il s'étend sur plus de 34 km² et compte environ 73 000 habitants. Sa limite sud, c'est pratiquement du lycée Bethesda jusqu'au niveau du camping Poco Club, l'ancien camping Poco Club. Et la limite ouest, nous avons la commune de Tanguin-Dassouri et la commune rurale de Surgoubila. Voilà. Alors donc la limite nord-est, c'est la route RN2. Donc, il va depuis pratiquement la bande verte, la route de Ouéguia, depuis la bande verte jusque pratiquement à la sortie, donc un peu avant le péage, le poste de péage. Voilà. Alors, donc, pour ce qui concerne la limite Est, donc nous avons toujours cette bande verte, donc qui débute derrière le lycée Bethesda, donc jusqu'au chemin de fer et qui vient rejoindre pratiquement la RN2. Alors, donc, à ce niveau, nous avons principalement les secteurs 34, 35, et 36. Voilà. Donc, c'est un arrondissement qui regroupe aussi des anciens villages rattachés, notamment Bassenko, Silmiougou, Dar Salam et Zaktouli Nord. Donc, tout ça est même une partie de Rimkieta. Donc, tout ça, ça se retrouve dans l'arrondissement numéro 8. De ce nouveau découpage sont nés de nouveaux défis. Et bien qu'ancien maire de l'arrondissement de Bouilmiougou, Joanie Ouedraogo connaît des appréhensions. Il y a un manque criard donc des infrastructures sociaux de base, notamment les infrastructures scolaires, sanitaires et routières. Et si bien que nécessairement il faut que le conseil municipal s'attelle à ce qui est ces réalisations. Et comme vous le savez, le développement d'un arrondissement part par l'ouverture des voies. Nécessairement, il faut que nous œuvrons pour faire des ouvertures de voies. Le 8e arrondissement est essentiellement constitué de villages rattachés à la commune de Ouagadougou. Il y a donc un faible taux d'urbanisation et le conseil d'arrondissement entend mettre en place un plan d'aménagement. Nécessairement, il faut que dans notre arrondissement, nous arrivions à réaliser des lotissements. Sans des lotissements, notre arrondissement ne peut pas se développer. Nécessairement, quels que soient les problèmes que nous allons encourir, il faut obligatoirement qu'on fasse donc des lotissements. On ne peut pas se mettre avec des non-lotis disant que c'est un arrondissement, c'est une ville. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas évoluer dans ce sens. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il faut s'asseoir et il faut trouver des solutions. Les états généraux, je crois, c'est une assise salutaire. Il faut qu'on salue l'État par rapport donc à cette initiative. Ça permet donc aux maires, aux différents acteurs d'échanger et de trouver des solutions. Ici, il n'y a pas que des difficultés. L'arrondissement a de nombreux atouts. C'est le cas du projet 10 000 logements sociaux qui s'exécute dans l'arrondissement. Le maire peut aussi compter sur de nombreuses entreprises comme cette cimenterie. On n'a pas un budget à la hauteur de régler nos attentes, mais nous allons compter avec beaucoup de bonne volonté. Nous avons des gens au sein de cette population qui sont de bonne foi et qui sont dévoués, j'allais dire, qui sont en tout cas décidés à accompagner notre conseil. Donc je crois que nous, c'est compter avec toutes ces bonnes volontés. Sinon, nous, notre conseil, vous savez que ce n'est pas facile. Quand on parle d'arrondissement, je pense qu'il s'agit d'un lieu où des gens vivent ensemble. Le travail que nous faisons, nous l'espérons, va contribuer au développement de l'arrondissement. Toutes ces actions sont de nature à soulager le conseil du 8e arrondissement dans ses actions pour le bien-être des populations. Il faut compter également avec l'investissement personnel du maire pour réhabiliter des centres de santé ou encore des écoles. Le 8e arrondissement de Ouagadougou a toutefois besoin du soutien de l'État et des partenaires techniques et financiers pour son développement.
Insuffler un nouveau dynamisme au processus de développement de la production de la volaille locale, c'est l'un des défis de l'interprofession volaille locale. Elle a initié des journées de sensibilisation pour renforcer les capacités des éleveurs et des acteurs de la filière locale. Ces journées de sensibilisation se sont tenues à Boussé, dans le Kourouéogo. Oswald Gaïtan Segda. À Boussé, dans le plateau central, l'interprofession volaille locale ratisse large. Elle veut plus d'adhérents pour plus d'efficacité dans la promotion de la filière avicole. Et la solution est trouvée. Des journées de sensibilisation à l'intention des éleveurs. Un exposé sur la base légale de l'interprofession et des conseils pratiques en matière d'élevage sont prodigués aux potentiels membres de l'organisation. Ils tiennent le bon bout et parce qu'ils ont fait venir donc, des représentants donc, des différentes régions sur lesquels donc ils veulent s'appuyer donc pour que effectivement l'information puisse atteindre donc les hameaux et villages donc du Burkina. Les enjeux et les défis majeurs identifiés placent maintenant à l'action pour plus de volailles dans les poulaillers. Ces journées de sensibilisation vont nous permettre d'avoir le courage et les connaissances nécessaires pour accroître notre productivité. Il appartient maintenant à l'interprofession, aux unions nationales, de continuer le travail de sensibilisation au niveau de la base pour faire comprendre davantage l'interprofession. Depuis sa mise en place en 2011, l'interprofession volaille locale se dote d'un plan opérationnel chaque année. Ce plan qui intègre les journées de sensibilisation permet le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de l'interprofession. Autre sensibilisation, mais cette fois autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, la Fondation Rama a organisé à Saptouana, dans la commune de Komsiliga, le lancement de ces activités qui veulent œuvrer en faveur du bien-être de la femme. Reportage Jonas Wemba, Adama Koulibaly. Excision, viol, exclusion familiale, mariage forcé et précoce, les femmes sont victimes d'abus de tout genre. Et c'est pour contribuer à la réduction de ces fléaux que la Fondation Rama veut aller en croisade contre ces violences faites aux femmes. C'est un programme que nous avons inscrit dans notre plan d'action pour lutter vraiment contre la violence faite aux femmes au Burkina Faso. La Fondation Rama, en tout cas, a eu l'initiative de sillonner les 45 provinces du Burkina. Cette activité de sensibilisation ne peut réussir que s'il y a une implication réelle de tous pour corriger ces injustices sociales. Nous devons ensemble soutenir la Fondation Rama qui a eu le courage d'en faire un cheval de bataille afin qu'ensemble nous puissions relever le défi sinon d'enrayer, au moins de réduire les violences faites aux femmes sous toutes ses formes. La Fondation Rama reçoit l'appui technique et financier de nombreux partenaires tels que la CEMAFO, le SPCNLS et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina. Nous avons créé environ 20 millions CFA vers la Fondation Rama pour améliorer les conditions des femmes au Burkina Faso. Mais aussi, nous allons lancer un concert de charité pour récupérer plus d'argent pour aider les femmes. La Fondation Rama est une association créée en 2002 par Ramata Kabré. Elle œuvre dans le social et a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes son cheval de bataille. Les droits des femmes en général et des communicatrices en particulier sont bien défendus par l'Association des professionnels de la communication, l'APAC. La sous-section de l'Ouest de l'APAC a organisé plusieurs activités, dont une conférence publique à Bobo-Dioulasso. Les 112 heures de l'APAC s'inscrivaient dans le cadre de la relance des activités de l'association. Widia Rokia Sano. Lorsque l'Association des professionnels africaines de la communication APAC naissait en 1984 à Dakar, le but était de faire reconnaître le statut de la femme journaliste et d'inciter d'autres femmes à embrasser le métier. Aujourd'hui, en plus de ces objectifs, l'APAC se bat pour l'accès des femmes à l'information et la sous-section de l'Ouest du Burkina veut intensifier le combat à travers 72 heures d'activité.
3 jours pendant lesquels elle va à la rencontre des femmes des hauts-bassins par le biais d'une conférence publique et d'un atelier. Nous allons échanger sur le thème rôle et place de la communicatrice dans le développement local. Parce que lorsqu'on parle de développement local, toutes ces questions sont prises en compte. Donc ensemble, nous allons échanger avec les femmes, connaître leurs préoccupations, savoir là où ça bloque et trouver les solutions. Une cause noble certes, mais à l'image de celle qu'elles défendent, les femmes de médias font encore face à certaines contraintes liées au genre. La situation de la femme dans le département de la communication ressemble un peu à la situation globale de la femme dans notre pays. Ça veut dire qu'elle n'a pas tous ses droits et elle est assujettie à beaucoup de contraintes. Nous en avons conscience. Il y a des pesanteurs. Nous nous battons au quotidien pour lever ces pesanteurs. Les 72 agissements de la PAC constituent pour moi une interpellation pour davantage régler et lever les contraintes qui sont celles de la femme dans le secteur de la communication. En sa qualité de patron de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a félicité et encouragé la PAC pour son engagement dans le processus de développement local. Les 72 heures de la PAC sous-section de l'Ouest, c'est aussi une campagne d'information pour mieux faire connaître l'association et la redynamiser après la période de léthargie qu'elle vient de traverser. L'ONG Terre des Hommes veut proposer une alternative à l'emprisonnement ferme des mineurs. Elle a réuni à Ouagadougou des officiers de police judiciaire pour faire la promotion des mesures alternatives à l'emprisonnement des mineurs et les bonnes pratiques de la garde à vue. Karim Patrick Namano, reportage. Quand un enfant est en conflit avec la loi, ses policiers et ses gendarmes sont interpellés. Et certaines de leurs enquêtes aboutissent le plus souvent à l'incarcération des enfants devant purger leur peine. Cette privation de liberté ne fait pas l'unanimité au projet Justice juvénile de Terre des Hommes qui fait de l'épanouissement des enfants son principal cheval de bataille. Les questions de protection de l'enfance s'intéressent à des domaines extrêmement variés. Il va s'agir de la lutte contre l'exploitation, la traite, le travail des enfants. Il va s'agir de l'éducation, de lutte contre les violences. Et il va également s'agir de s'assurer que les enfants qui rentrent en conflit avec la loi bénéficient d'un environnement protecteur qui préserve leurs droits et qui préserve leur chance de devenir des adultes à même d'apporter une contribution constructive pour leur pays. La formation de ces agents de police judiciaire a une finalité, les amener à privilégier la restauration ou la réparation du dommage subi par la victime ou la société au détriment de la prison, parfois traumatisante pour les mineurs. Si ces personnes sont outillées, ces personnes comprendront qu'il faut tenir compte de la personnalité du mineur dans le traitement de leur dossier et par la suite, les autres maillons de la chaîne pénale vont également emboîter le pas, de telle sorte que nous allons éviter à ce mineur de rester en prison, de rester en contact avec les grands délinquants et d'avoir le maximum de chances pour, n'est-ce pas, organiser sa réinsertion sociale. Terre des Hommes a montré la voie pour promouvoir des mesures alternatives à l'emprisonnement des mineurs en conflit avec la loi. Si adhésion il y a de la part des officiers de police judiciaire, ça sera au bénéfice des mineurs qui, faut-il le rappeler, attendent de la société un accompagnement pour grandir, mais surtout pour mûrir. Une équipe de médecins burkinabés a réussi un exploit. Pour la première fois au Burkina, une intervention de foie s'est déroulée sans problème. C'était le 26 septembre dernier à l'hôpital Blaise Compaoré de Ouagadougou. Un mois après cette intervention, l'équipe médicale et le patient reviennent sur ces moments historiques. Evelyne Dabiri. National Blaise Compaoré, 26 septembre 2013. Ici et à cette date, s'est pratiquée pour la première fois au Burkina Faso la première hépatectomie, entendez par là la première ablation du foie par une équipe médicale burkinabé. Avec un plateau technique adapté, l'équipe médicale engagée et dirigée par le professeur Adama Sanou a réussi ce qui pourrait désormais s'inscrire dans les annales de la médecine du Burkina. Ce patient avait une tumeur qui était pas très grosse, mais qui quand même était assez évoluée. Donc, de concert avec nos collaborateurs de l'hôpital Paul Bos de Paris, nous avons préparé le malade et nous avons décidé de l'opérer. Mon professeur m'a expliqué que ce mal-là, que ça
vers un cancer du foie. Mais il faut qu'on enlève ce parti-là. Sinon, ça va finir mal. Si l'opération n'était pas faite, l'issue était certainement fatale pour ce patient. La décision de l'intervention prise reste la gestion des difficultés d'ordre matériel sanguin, le choix des produits appropriés à ce cas de cancer qui est doublé d'une insuffisance hépatique. En plus, le cancer qu'il a s'est développé sur un foie cirrhotique. Il avait une cirrhose du foie, voilà, et c'est cette cirrhose du foie qui a dégénéré en cancer. Alors, donc, la cirrhose du foie a des conséquences. Donc, sur, si vous voulez, le déroulement de l'anesthésie, parce que vous avez une insuffisance hépatique chez lui. Il y a également donc, le cancer à proprement parler, également qui donc, l'expose à pas mal de complications, dont les hémorragies et aussi donc, les défenses immunitaires qui sont abaissées. L'intervention s'est alors déroulée en 2 phases. La première étape a permis de se rassurer que le foie qui devait rester, donc le foie avec lequel le patient devait vivre, était quand même suffisant et allait se régénérer. 3 semaines après, nous avons donc décidé d'opérer le patient et de faire ce qu'on appelle une hépatectomie droite, c'est une hépatectomie majeure. Une intervention assez complexe qui nécessite des manœuvres empêchant le sang de monter dans le foie pendant toute la durée de l'intervention. Chose bien faite, car après 8 heures d'intervention, quelques complications surgissent, mais vite maîtrisées. Chez lui, nous avons eu pas mal de difficultés. Voilà, ce qu'on redoutait, c'était surtout donc le saignement post-opératoire. Il a effectivement saigné. Nous avons géré cette situation en le transfusant. Alors, ce qu'on craignait aussi, c'était l'insuffisance hépatique, donc en post-opératoire, qui est une poussée aiguë, donc une aggravation de son insuffisance hépatique préexistante. C'est arrivé. Son sang, en fait, était devenu très fluide, de manière exagérée, si bien que donc, il était vraiment exposé à une hémorragie sévère. Nous avons pu rehausser donc, le niveau du TEP, et si bien que, bon, globalement, on était satisfait. Après 2 semaines d'hospitalisation, c'est dans le quartier Karpala que nous retrouvons un homme visiblement bien portant et épanoui. En tout cas, je me sens très bien. Oh, ouais. Il n'y a pas de mal, il n'y a rien. Je mange très bien, je dors correctement, il n'y a rien, aucun problème. Je n'ai pas encore pris service, puisqu'il faut que ça atteigne 3 mois pour reprendre le service. Cette première expérience est inédite. C'est la première fois qu'une hépatectomie de grande envergure se passe au Burkina Faso. Ça s'est bien déroulé et c'est profitable pour le malade parce que dans ce genre de cas, l'évacuation sanitaire coûte plusieurs dizaines de millions. C'est une première au Burkina, c'est une grande satisfaction parce que ça s'est bien passé. Et je pense que avec le temps à l'avenir, on pourra quand même faire d'autres interventions assez importantes, serait-ce que pour soulager les malades. Nous sommes satisfaits des résultats. Voilà, et nous pensons que bon, nous pouvons encore améliorer donc, nos prestations. Voilà, pour peu que bon, vraiment on nous assiste, on nous accompagne. Une telle réussite inédite ouvre des perspectives pour la médecine burkinabé. Dans le cas de la chirurgie carcinologique, comme c'était ce cas, ça demande beaucoup d'autres expériences médicales, surtout les oncologues, les radiologues et même des psychologues, parce qu'après la sortie du malade, il faut qu'il pense à vivre avec un peu de foi qui reste. Il faut un soutien aussi psychologique. Donc c'est des expériences à renouveler. On est plus, disons, enclin maintenant à offrir nos services à tous les patients burkinabés et aux patients venant d'ailleurs, si possible. Pour peu que les patients nous fassent confiance et que nos collègues nous adressent des patients assez tôt, je pense que plusieurs personnes pourraient bénéficier de cette chirurgie au Burkina Faso. Le coût total de cette résurrection, dirons-nous, tout frais compris, est de 1 300 000 francs CFA. L'Institut supérieur La Plume vient d'ouvrir ses portes à Ouagadougou. Ce nouvel établissement d'enseignement offre des formations en transit et en transport logistique. Les diplômes d'agent de transit DAT et brevets de technicien supérieur BTS en transport logistique sanctionnent la formation. Sié Sylvestre Da.
Expression de la fierté d'appartenir à un pays, mais aussi un établissement de formation professionnelle, l'Institut supérieur La Plume qui a ouvert officiellement ses portes ce 20 octobre. Elle accueille pour cette année académique la première de son histoire, plus de 200 étudiants répartis dans 2 filières. La première filière, c'est le transit, alors donc, qui est sanctionné par le DAT, le diplôme d'agent de transit, sur 2 ans de formation, en cours du jour et en cours du soir, et également en transport logistique. 2 ans de formation également qui est sanctionné par le BTS, qui est le brevet de technicien supérieur. Dans cette perspective, la direction de l'ISP dit s'être attachée les services d'un corps professoral composé de spécialistes des domaines de la logistique et du transit. L'ambition, c'est de donner aux étudiants des rudiments nécessaires pour réussir dans ces 2 secteurs d'activité libérale. Les pays qui sont les plus développés au monde aujourd'hui sont ceux qui ont mis l'accent sur les petites et moyennes entreprises et la classe dite moyenne. Je pense que cet institut contribue justement à former les acteurs de cette classe moyenne, qui fait la liaison entre ce qu'on peut appeler l'élite et la base. Et le parrain d'ajouter que la création de l'ISP vient renforcer les partenariats État-secteur privé. Ayant lui-même fait carrière dans une profession libérale, il appelle ses filleuls à ne jamais douter du choix qu'ils ont fait. Cette option, je pense, c'est la meilleure. Pourquoi ? Ça participe de l'auto-emploi. Mais c'est aussi une option qui demande de la rigueur et surtout une conviction de ce que l'on veut devenir. Et je pense que c'est la meilleure option aujourd'hui d'être dans un domaine libéral où on s'auto-emploie. Parce que quand on s'auto-emploie, le risque qui existe, c'est vous-même. Message réussi 5 sur 5 par ces premières promotions de l'ISP qui ont débuté les cours depuis le 16 octobre. Ils ont promu d'excellents résultats académiques au terme de 2 ans de formation. La 8e édition des Journées de l'excellence organisée par le député Laurent Sédego a eu lieu samedi dernier à Boulsa dans le Namentenga. À cette occasion, 520 élèves et enseignants du primaire et du secondaire ont été primés. Des personnalités ayant contribué au progrès de l'éducation dans la province ont également été récompensées. C'est Sylvestre. C'est le jour des cadeaux et des honneurs pour ces meilleurs élèves de la province du Namentenga. En cette journée des meilleurs, ils sont 250 élèves et 50 enseignants du primaire et du secondaire à être publiquement félicités et encouragés. Une façon de stimuler les autres élèves et enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le triomphe de l'éducation dans le Namentenga. J'ai vraiment bossé mes leçons car mes parents, moi je sais que mes parents n'ont pas les moyens pour m'aider dans mon avenir. Pour cela, il faut que je me concentre pour le bien de mon avenir. Nous sommes à la 8e édition des Journées de l'excellence dans le Namentenga. 8 ans donc que le député Laurent Sédego pousse élèves et enseignants à l'excellence dans sa province. Les effets positifs de la stimulation des acteurs de ce domaine se fait déjà sentir. Quand on parlait de l'éducation au Namentenga, en tout cas, ça reflétait un peu l'image même que la province, d'une manière générale, occupait dans l'échiquier économique et social de notre pays. On était parmi les 2-3 derniers du pays. En tout cas, à partir d'un certain temps, on a constaté que cela a évolué. En cette 8e édition de l'excellence dans l'éducation, les vedettes du jour sont aussi utilisées pour faire passer un message à l'endroit de la population. L'hygiène est un facteur important pour la santé. C'est très important parce que les changements de comportement, l'apprentissage des comportements est beaucoup plus facile chez les enfants que chez les adultes. Et à partir des enfants, les adultes certainement dans les domiciles, parce qu'ils côtoient les enfants tous les jours, eux-mêmes peuvent être amenés à changer les comportements pour opter définitivement pour la promotion de la santé qui veut qu'on évite la maladie à travers les comportements que nous avons, notamment en matière d'hygiène, de nutrition. Des personnalités ayant contribué au progrès de l'éducation ont aussi reçu des certificats de reconnaissance des parents d'élèves de la province du Namentenga. Le premier des 3 concerts que Rovan compte donner en cette fin d'année a eu lieu hier soir à la Maison du Peuple de Ouagadougou. De nombreux mélomanes et fans de l'artiste musicienne ont pris d'assaut l'antre de la culture burkinabé pour un spectacle qui a tenu toutes ses promesses. Reportage Jonas Wemba, encore et toujours, c'est Sylvestre. La Maison du Peuple de Ouagadougou a vibré ce samedi nuit au rythme des 4 albums de l'artiste musicienne Rovan. De son nom à l'état civil, Mariam Toé, et affectueusement appelée Maman Rovan, elle a revisité pour le bonheur de ses mélomanes les titres phares de son répertoire musical. Titres dans lesquels elle plaide pour la cause de la femme et met les hommes en garde. Je suis dépassée
Je savais que les Burkinabés aimaient la musique burkinabé, mais ce soir ils me l'ont prouvé. À chaque fois quand on me dit « Ah maman, on apprécie ce que tu fais, on aime ce que tu fais », aujourd'hui en tout cas ils me l'ont démontré. Et vraiment je suis vraiment contente et que Dieu les bénisse et que vive la musique burkinabé. Quand je chante, bien que ce soit pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes. Donc il ne faut pas que les hommes se sentent exclus. Pendant 2 heures de temps, Rovan a tenu ses spectateurs en haleine. C'était un moment de communion intense entre la musicienne et son public. Et j'avoue sincèrement qu'elle a été à la hauteur du spectacle. Et elle a magnifié la femme et ça fait partie aussi du développement de la culture. Parmi les mélomanes, on pouvait compter des parents et des amis, mais aussi des comédiens et des artistes musiciens venus tous soutenir l'artiste. C'était vraiment bien préparé. La communication, c'était bien. Le spectacle, c'était le top des tops. Et donc vraiment, je crois que ça se passe de commentaires. C'est un exemple à suivre. Donc j'ai été interpellée pour venir participer, donner ma touche. C'est une occasion pour moi de m'exprimer encore. Et pour l'artiste que je suis, ça me permet encore de me promouvoir et d'apprendre de cet artiste qui a beaucoup d'expérience. Après le concert de Ouagadougou, qui aura tenu toutes ses promesses, Maman Rovan donne rendez-vous à ses fans de Koudougou pour le 1er novembre prochain et à ceux de Bobo de Lasso pour le 2 novembre. Sport cyclisme pour terminer, la 3e étape du Tour du Faso, courue ce matin entre Kourbila et Tinkodougou, a été remportée par l'Ivoirien Isiaka Cissé. Mais le maillot jaune reste toujours la propriété du Burkina. Son nouveau porteur s'appelle Abdoulaziz Nikiema. L'étape courue ce matin était longue de 137 km. Nos reporters reviendront plus en détail et en images sur cette 3e étape. C'est la fin de cette édition. Avant de m'éclipser, merci aux équipes techniques et rédactionnelles et merci à vous de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de la RTB.